Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire le dernier débrief de l'année 2021 de Formule 1. Aujourd'hui, on va s'occuper de Williams. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, notamment sur les réseaux sociaux. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à noter chacun des deux pilotes. À me dire si j'ai été trop sévère, pas assez sévère. On en discutera notamment dans les commentaires, dans la joie et dans la bonne humeur de cette période de nouvel an et d'après-fête, vu que nous sommes certainement à l'heure où sera uploadée cette vidéo en 2022. Je vous souhaite donc une bonne année. Williams, 8e du championnat du monde avec 23 points, c'est 23 points de mieux et 2 places de gagné par rapport au championnat de l'année dernière. Un podium du côté de la Belgique, bon, c'était le podium dû aux qualifications. 11 abandons pour 4 participations en Q3 et 11 491 km parcourus. Ils sont 8e dans ce classement. J'ai mis 14 sur 20 pour Williams parce que c'est une très belle année. Williams renaît de ses cendres, revenu comme le phénix. Parce que bon, quand tu regardes, il y a 2 ans, quand Patrick Head avait même pas lu le règlement pour faire sa voiture, avant qu'il soit viré, enfin Williams, c'était une catastrophe. C'est-à-dire, ils étaient dans une situation vraiment, on savait pas comment ils allaient s'en sortir, quoi. À ce moment-là, on se disait, Williams, s'il n'y a pas un gros changement à la tête de Williams, ça va être compliqué. L'année dernière, il y a la vente de Williams, le départ de Claire Williams aussi, qui, je pense, n'a pas été une mauvaise chose quand on voit les résultats cette année. Moi, j'ai toujours dit que Claire Williams, c'était pas une dirigeante, quoi. C'est pas de dire c'est une femme ou elle est pas capable de diriger une équipe de Formule 1. C'est pas du tout ça. C'est que je pense qu'elle avait pas ça dans l'âme. Elle faisait ça parce que son père, qu'elle voulait perdurer au niveau de la tradition par rapport à son père. Mais je suis pas convaincu que s'il n'y avait pas eu son père, Frank Williams, elle aurait fait de la Formule 1 ou elle aurait été ingénieure de Formule 1. Je suis pas convaincu. Elle a fait ça parce qu'il y avait son père derrière. Mais bon, elle n'a jamais été très bonne dans la gestion de l'équipe, il faut le dire. Quand elle a pris en main l'équipe, et ça a été de pire en pire jusqu'à la fin, quoi. La restructuration commence aussi à porter ses fruits avec notamment Capito qui fait du très très bon travail, je trouve, à la tête de l'équipe, et surtout pour retrouver des ingénieurs de talent également, avoir de nouveau des infrastructures au top, comme ça a pu l'être à une époque où Williams avait été à la pointe de la technologie au niveau des infrastructures. Mais il reste beaucoup de travail à faire sur la voiture, même si elle a progressé. Je pense notamment au niveau de l'aéro. C'est encore une voiture qui a beaucoup trop de traînée aérodynamique, qui demande de braquer énormément les ailerons pour avoir le même appui que sur une Red Bull. On braquerait les ailerons à 50% ou à 40%. Donc il y a un vrai travail de ce côté-là à faire. C'est au niveau aérodynamisme, parce qu'il y a un vrai souci de ce côté-là, du côté de la Williams. Au niveau châssis, c'est pas foufou non plus, mais avec quelques modifications, on peut faire déjà du bon boulot. Je trouve que le moteur, c'est le moteur Mercedes, donc il fonctionne plutôt bien. Mais vraiment, créer de l'appui au niveau aéro, ça sera une priorité. On peut dire que c'est donc l'année 1 du nouveau Williams. Je suis même en train de me dire que j'ai oublié de dire ça avec du côté de Mercedes. C'est vrai que dans la déception du côté de Mercedes, il y a aussi une déception moteur avec le manque de fiabilité du moteur. Quand même cette année, notamment les problèmes de rappel de piston, je crois, qui étaient défectueux. C'était pas rappel de piston, je sais plus c'était quelle pièce. C'était dans cette zone-là, mais je ne sais plus précisément quelle était la pièce. Rappel de soupape, voilà, qui était défectueux. C'est l'année 1 du nouveau Williams. C'était quand même pas totalement dit en début de saison. On disait, Williams l'année dernière, moi j'avais senti un léger mieux. Mais de là à se dire qu'ils allaient marquer des points, ils allaient faire un podium. Merci le Grand Prix de Belgique. Mais ce jour-là, en course, il y avait eu le Grand Prix, ils auraient peut-être fait un top 5 ou un top 6. De faire des top 8 même, on s'y attendait quand même pas des masses et des masses. Et surtout qu'ils finissent devant Alfa Romeo, qu'ils finissent devant Haas, c'était jouable, devant Alfa, voilà. On peut dire quand même merci à la Belgique de ce côté-là. Duel en qualification, 20-2
pour Russell face à Latifi avec un écart moyen de 371 millièmes. C'est le 4e plus gros écart de ce classement. Et duel en course, Russell, Latifi, 15-5 avec 2 matchs nuls du côté d'Émilie-Romagne et du côté d'Abu Dhabi. Pas se souvenir du côté d'Émilie-Romagne. Un petit problème derrière le safety car pour notre ami Russell. Ça arrive. George Russell, 14 sur 20, 15e du championnat du monde avec 16 points. Il a marqué ses premiers points cette année. 3 Q1 pour 15 Q2 et 4 Q3. Meilleure qualification deuxième du côté de la Belgique. Je rappelle que les qualifications étaient sous la pluie. Il a fait un sacré numéro ce jour-là. Un podium du côté de la Belgique. C'est la magie d'avoir un grand prix. 3 tours derrière le safety car. 6 abandons quand même. Ça, c'est un petit peu la déception de ce côté-là. Toujours aussi fort en qualification, George Russell. Je pense que c'est l'un des meilleurs pilotes avec Gasly et avec Norris. Dans les pilotes, on va dire, hors Verstappen, Hamilton. Il a cette capacité à sortir des tours. Vraiment, c'est assez incroyable, quoi. Parce que le mec a une Williams. Latifi, pourtant il n'est pas catastrophique. Latifi en qualification, il est devant les As, hein. Très souvent Latifi, voire devant Raikkonen. Il se prend quand même des tôles par Russell sur beaucoup de courses. Et attends, Russell était pendant très longtemps à 40-0, je crois, par rapport à ses équipiers. Enfin, il y avait une statistique qui était assez incroyable. Il a jamais été battu par Kubica. L'année dernière, il n'avait pas été battu par Latifi. Et Latifi a dû attendre vraiment la fin de saison pour le battre une première fois. C'est assez extraordinaire de ce côté-là. Un peu trop un pilote du samedi. C'est toujours son problème, Russell, chez Williams. Alors, c'est peut-être aussi parce que, encore une fois, la Williams est une voiture difficile. Et donc, je pense que pour être performant, il faut faire des concessions et il faut prendre énormément de risques. Et tu peux pas attaquer autant avec une voiture le dimanche. Sinon, tu finis pas la course. Donc, c'est peut-être aussi la raison. Parce que, encore une fois, moi, j'ai à Bahreïn, il s'en était très très bien sorti quand il était chez Mercedes. Donc, pourtant, c'était une course plus que difficile ce jour-là. Fin de saison un peu en retrait. Il a marqué ses premiers points avec Williams, hein. Oui, il faudrait que je précise quand même. Et il manque de constance. Encore un peu trop d'erreurs du côté de Russell. Des fois il attaque un peu trop. Mais la voiture n'est pas simple. C'est vrai qu'il faut faire assez avec une voiture qui n'est pas évidente tous les jours à piloter. Moi, je considère qu'il a donné le maximum dans la voiture, qu'il a donné le maximum pour remonter l'équipe. Et pourtant, techniquement, on aurait pu se dire, Russell, il s'en fout parce que de toute manière, dans 2 ans, 3 ans, il est chez Mercedes. Pas du tout. Il a mis beaucoup d'intérêt à aider Williams. Il a vraiment tenu à ce que Williams soit performant. Et ça, j'ai trouvé que c'était une très très bonne chose. Et puis maintenant, bonne chance chez Mercedes. Mais je pense que Hamilton va avoir un sacré fil à retordre avec George Russell. Attends, un sacré pilote face à lui. Latifi, 11 sur 20. 17e du championnat du monde avec 7 points. 18 éliminations en Q1 pour 4 participations en Q2. 5 abandons également pour Latifi. Il est encore dominé par Russell cette année, Nicolas Latifi. C'était un petit peu la difficulté pour le pilote canadien. C'est-à-dire qu'il se prend encore quand même des gros écarts et des gros éclats parfois. Il est quand même meilleur qu'en 2020. Ça, il n'y a pas à dire. C'est pas simple quand même d'arriver en F1 avec la Covid. C'est-à-dire que l'année dernière, il a fait une demi-saison de Formule 1. Il y a beaucoup de pistes qu'il a découvert encore cette année. Austin, il n'avait jamais mis les pieds à Austin, notamment Latifi. Je trouve qu'il manque encore de vitesse en qualif, en course. C'est encore un domaine où il doit progresser énormément. Latifi, c'est sur sa vitesse pure. Cette année, c'est pas trop vu, mais l'année dernière, il était plutôt fiable. Mais il manque énormément de vitesse. Quand il aura la vitesse en qualif et en course, ça ira vite. Mais l'année prochaine, Albon, il va falloir se méfier quand même. Il a marqué des points pour l'équipe. Il a battu plusieurs fois Russell en course, plus souvent en course qu'en qualification.
Et surtout, il a fait une bonne fin de saison où en qualification, où il commençait à battre Russell, qui était peut-être un peu moins en forme, ou déjà la tête chez Mercedes, ou chez Williams, on avait changé, on va dire. Latifi était plus pilote numéro 1 que Russell pour éviter que Russell parte avec des bonnes idées. Mais voilà, il a été plutôt pas mauvais en fin de saison, donc ça sera un truc à en prendre en compte pour l'année prochaine pour Latifi. Certains vont dire, on survint, je suis gentil avec Latifi. Oui, mais je considère que Russell, c'est du top pilote quand même en face aussi, qu'il n'a pas démérité pour moi Latifi. Si on compare au pilote payant de cette année, pour moi c'est le meilleur pilote payant de l'année, hein, face à Stroll ou face à Mazepin. Donc il n'y a pas photo, je dirais, face aux deux. Donc pour moi il a fait une bonne année. Voilà, une année à 11, c'est une année où il fait le taf. On attend encore un peu de progrès pour Latifi. Les enjeux 2022, profiter du changement de réglementation pour remonter rapidement dans la hiérarchie, plus rapidement dans la hiérarchie. C'est vrai que ça permet des fois un changement de réglementation de passer un cap plus vite. C'est arrivé avec pas mal d'équipes. Voilà, mon Braun Grand Prix est un gros exemple. Toyota aussi, hein, la même année, changement de réglementation. Ils montent dans la hiérarchie. Williams en 2014, ils en avaient bien profité aussi, hein, de l'arrivée des moteurs hybrides. Donc on peut vraiment s'en sortir dans ce genre de situation. Continuer dans la restructuration de l'entreprise. Il y a encore beaucoup de chantiers, à beaucoup de postes. Voilà, on nous disait que ça se ferait en 3-4 étapes et on est qu'à l'étape 2 pour le moment. Surtout au niveau des infrastructures, parce que chez Williams, le problème c'est que comme c'était géré par Frank Williams, Claire Williams n'était pas beaucoup plus moderne, je dirais, dans sa manière de gérer une équipe de Formule 1 que son père, et Patrick Head, qui était quand même à la rue depuis quelques temps. On a quand même des infrastructures qui sont pas toujours à la pointe de la technologie. Donc là, c'est important de retrouver de la technologie, de retrouver également des ingénieurs qui sont de qualité. Et puis, il faut faire perdurer l'héritage de Frank Williams. Voilà, dans le temps, ce nom-là est mythique. On espère qu'il ne va pas disparaître comme Brabham, comme Lotus, qui ont disparu au fur et à mesure des années. Et puis Latifi va devoir prendre les rênes de l'équipe. Ça ne va pas être facile. C'est vrai qu'il s'était toujours un peu caché derrière Russell parce qu'il avait une saison de moins F1 que Russell, parce que Russell était un peu meilleur. Là maintenant, on va attendre de lui beaucoup plus. Face à Albon, on ne sait pas trop. Il a de retour après une année en DTM. Il a fait du simulateur avec Red Bull. C'est compliqué de revenir après un an sans Formule 1. Après Albon, faut se méfier, c'est un pilote quand même qui est battant, c'est un pilote qui est arrivé en F1 quasiment sans passer par une structure de jeunes pilotes. Donc je pense que le talent qu'il avait en F2, il ne l'a pas perdu. Mais il va falloir qu'il le montre l'année prochaine très clairement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Je ne sais pas si... Je vous remercie également d'avoir suivi toute l'année de Formule 1 à mes côtés. Les pistes vertes là vont reprendre. Je ne sais pas si le piste verte numéro 3 est déjà sorti, mais le piste verte numéro 3 est un piste verte un peu différent des autres. On fait un bilan à un mois des Jeux Olympiques. Grosso modo sur les chances de médailles françaises par rapport aux différentes disciplines. Il y aura également la présentation de toutes les équipes de cyclisme World Tour, certainement de toutes les équipes Pro Team également masculines. Je pense que j'aurai pas le temps de faire les féminines. Vous allez me dire, allez, macho. Oui, il me faudrait du temps pour ça. Mais ça sera l'objectif. Il y a encore beaucoup de vidéos que j'ai en retard parce que j'ai toujours le retard de l'internet. Notamment il y a des audiences télé que là j'ai pas faites. Il va falloir que je me remette aussi aux audiences télé dans les jours à venir. Mais voilà, le fait de se faire couper les podcasts 2 fois en 2 mois, c'est un peu compliqué à gérer. Donc voilà, il y a encore beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne d'ici le mois de janvier. Allez, ciao ciao sur la Marek Production et bonne année.